Bonjour Maître Banan. Bonjour jeune homme. Merci beaucoup de nous recevoir ici à Genève. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir faire cette entrevue. Avant de commencer, j'aimerais déjà vous demander comment est-ce que vous allez. Et puis, est-ce que la pandémie a changé quelque chose à votre quotidien depuis maintenant 18 mois? Non, alors comment je vais? Je vais bien, je vais étonnamment bien. Je rage de vieillir. Et je crois que notre sujet est le déclin des civilisations. Mais il faudrait peut-être parler du déclin de l'homme. Et cette manière inévitable que nous avons de mourir aussi de notre vivant, notamment quand la mémoire s'étiole, et quand les fulgurances à supposer qu'elles aient existé, elles sont moins fréquentes. Et donc de vieillir, sur la formule traditionnelle, est un véritable naufrage. Et alors si vous me demandez comment je vais bien parce que la vie m'a beaucoup épargné, parce que la pandémie ne m'a pas frappé. Mais je ne vais pas bien parce que j'ai 77 ans et que je trouve abominable, non pas de mourir, mais de mourir sans laisser de traces, sauf la mémoire de quelques-uns, la brève mémoire de quelques-uns, qui serait l'immortalité des mortels. Comme je l'ai dit, on va apporter le déclin de la civilisation. Pour moi, il y a plusieurs mots à ce déclin. Il y a les restrictions de nos libertés, mais pas seulement de nos libertés d'aller et de venir, mais aussi de penser. Il y a aussi l'immigration de masse, ainsi qu'une perte de notre identité, une déchristianisation avec un athéisme, et puis je pense qu'il découle sur un islam qui est de plus en plus conquérant. Et enfin, l'égalitarisme, avec comme déclinaison le féminisme. Alors, sur les libertés, j'aimerais vous citer Nicolas Gomez d'Avila, qui dit que la liberté est un rêve d'esclave. L'homme libre sait qu'il a besoin de soutien, d'aide, de protection. Et enfin, je pense que c'est un auteur qui vous est cher, Georges Bernanos, qui dit la liberté, pourquoi faire? Et sur le pass sanitaire, justement, parlons un peu du Covid-19. Est-ce que ça vous semble justifié que l'on instaure ce pass pour aller au théâtre, au restaurant, pour aller et venir comme bon nous semble? Et n'y voyez-vous pas peut-être une incohérence ou un paradoxe entre le fait de restreindre des libertés pour finalement en redonner plus tard? Donc commençons, si vous voulez, par la phrase de Bernanos, enfin le livre de Bernanos, La liberté, pourquoi faire? Et pour peu que je me souvienne, toute sa thèse, c'est dire la liberté, c'est merveilleux, mais il faut savoir y renoncer. Et au fond, je me revendique libre, je me veux libre, mais il faut que je fasse quelque chose de cette liberté. Or, tous mes engagements, un engagement amoureux, un engagement amical, un engagement politique, est une part de liberté que j'abandonne. Et donc toute l'idée de Bernanos, c'est que la liberté est une abstraction et elle ne devient réelle que par l'addition de ses renoncements, ce que nous évoquions tout à l'heure. Maintenant, sur le pass sanitaire, moi je suis plutôt favorable. Après, la limite naturelle de la liberté est ma liberté, et la limite naturelle, c'est la liberté des autres. Et donc je pense qu'il faut avoir cet impératif qui est juridique, mais qui est aussi moral, ne pas nuire, non nuire. Et donc, si je fais courir à autrui un risque, il est légitime que je prenne tous les risques, à moins d'avoir la liberté de mourir ou d'être malade, si je considère que c'est ainsi que je dois affronter le destin, ou la vie qui deviendrait un destin. Mais il y a l'autre avec désormais une majuscule. Et je pense qu'il faut prendre les mesures pour ne pas être nocif pour l'autre, et je ne trouve pas que de nous imposer le pass sanitaire, voire demain, de nous imposer la vaccination, soit une atteinte disproportionnée à nos libertés, parce qu'une fois encore, au bout du chemin, il y a la vie de l'autre. Très bien. Alors, autre point, plutôt sur la censure. Comme vous le savez certainement, sur la plupart des réseaux sociaux actuels, la pensée, on va dire, de droite, conservatrice, est souvent muselée, voire censurée. Et Renaud Camus avait dit que ce que le pouvoir appelle haine, aujourd'hui, c'est la moindre objection au génocide par substitution. Terme emprunté à Aimé Césaire, ou encore que la forme la plus répandue et la plus agressive de la haine aujourd'hui est l'accusation routinière de haine.
De plus, vous aviez dit qu'une pensée abjecte a supposé qu'une pensée puisse être abjecte, mais postulons-le au titre de la bien-pensance. Une pensée abjecte prospère dans l'interdit, et elle s'asphyxie dans la liberté. Quand vous interdisez un livre, vous en assurez la propagation. Quand vous interdisez un film, vous en assurez la promotion. Alors, je trouve ça évidemment brillant et pourtant si facile à comprendre, mais peu de gens semblent le comprendre. Comment est-ce que vous l'expliquez? Mais que peu de gens le comprennent. Mais commençons par, vous me citez avec tant de gentillesse. Effectivement, j'ai pensé ça, je l'ai dit, et je le pense encore. Dans nos régimes de liberté, nous vivons sous nos latitudes, tout de même dans des régimes de liberté. Je pense que le combat des idées doit être l'affrontement des mots, doit être l'idée exprimée, l'idée combattue, doit être naturellement la référence culturelle, la référence historique, et je ne pense pas qu'on combat des idées en les interdisant. Et ce que je disais et que je pense encore, c'est que d'interdire un livre, c'est d'en assurer la promotion, que si vous regardez la liste des livres brûlés et des livres interdits, on est frappé de voir que rien n'a été un tel ressort à la connaissance d'un livre que le fait qu'il soit interdit. Alors donc, ma position banale, c'est de dire rien ne doit être interdit. Jamais l'expression doit être interdite. D'abord parce qu'il faut avoir une aptitude à relativiser une pensée. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? C'est la perception d'un moment. Et cette perception vient de ce que vous êtes, de votre histoire, de vos lectures, de votre passé. Et donc c'est une perception d'un instant, mais perpétuellement évolutive. Le propre de la pensée, c'est de ne jamais être à l'arrêt. Elle s'interroge, elle interroge ses réponses, c'est ce que fait l'intellectuel. Elle suspend perpétuellement le jugement. Et donc de dire que cette pensée n'est pas recevable, alors qu'au fond on est en train d'apprécier un mouvement en marche, ce qui c'est un mouvement, et je trouve ça très arbitraire et très nocif. Et donc je suis contre tous ceux qui fondent juridiquement la limitation de la liberté d'expression. Je comprends bien qu'il faudrait, dans un monde idéal et presque évangélique, où il faut aimer l'autre, ne jamais dire la haine et le mépris. Je suis d'avis que l'on puisse dire la haine et le mépris. Il procède généralement de l'ignorance, et donc combattre la haine et le mépris, c'est pas interdire son expression, c'est de cultiver les gens, de les renvoyer à la lecture, à la pensée, au savoir. Et c'est pour... Alors maintenant, vous avez raison de dire que la pensée de droite, encore faudrait-il tenter de la définir, mais à supposer dans les médias que l'on cite encore ou que l'on soit encore imprégné de lecture, on est plus imprégné de Marx, de la représentation qu'on se fait de la pensée marxiste, que de Tocqueville. On ne lit plus ni Bonald ni Joseph de Maistre. On ne lit plus Chateaubriand. Bonnard. Voilà. Mais quelle est la réponse à ça? Je ne sais pas si nous évoquerons tout à l'heure ce que devrait être l'éducation. L'éducation qui devrait hisser les gens, exiger. L'éducation est une violence faite à l'atonie de nos jours, à la simplicité de nos esprits. L'esprit doit être perpétuellement, d'une manière ou d'une autre, confronté. On n'éduque que dans l'agonisme, l'affrontement des idées. Et je pense que l'éducation joue un grand rôle, puisque notre thème général, c'est le déclin de la civilisation. Et je pense que l'éducation joue un rôle cardinal. On n'élève plus les êtres. On les accompagne, on les rassure. On leur reconnaît une dignité qu'ils n'ont pas encore conquise. Là aussi, le thème de l'égalité et l'égalité perpétuelle, qui selon moi est une pensée de pathologie, même si l'égalité est au fronton de tous les édifices. Parce que nous ne sommes pas égaux. J'allais dire, s'il faut évoquer une hypothèse, grâce à Dieu, nous ne sommes pas égaux. Des différences de caractère, de talent, de naissance, mille choses qui font la diversité des hommes. Et cette inégalité, elle stimule
il ne faut pas, comme les Français le considèrent, retenir que l'inégalité est une injustice. L'inégalité n'est pas une... Elle peut coïncider avec une injustice, mais l'inégalité, ce n'est pas ça. L'inégalité, c'est une hiérarchie qu'il faut savoir cultiver. Et ce qu'il faut tenter de faire, toujours et encore, c'est tenter d'exaucer les êtres, et les exaucer avec H, c'est-à-dire les élever. Et ça, on ne le fait que par l'exigence, le travail encore. Et sur la liberté d'expression, bon, je vous ai dit que je suis favorable à une liberté d'expression absolue, et combattre, bien sûr, les idées qui ne sont pas justes, en commençant d'abord par dire elles ne sont pas justes, mais depuis quand ne sont-elles pas justes? Un peu de mémoire, un peu de culture vous fait voir la relativité du bien et du mal, au-delà des Pyrénées ou en deçà des Pyrénées. Qu'est-ce que c'est qu'une pensée inadmissible? Bon, admissible par qui? Par une majorité, donc il y aurait une dictature du nombre. C'est encore une dictature. Et même si cela a le beau mot de démocratie pour la couvrir. Donc moi je me demande toujours, quand je trouve qu'une pensée est fausse, d'abord qui suis-je, d'où est-ce que je parle, hein? Question situationniste, d'où parles-tu camarade, pour la trouver fausse, et puis depuis quand est-elle fausse, et au regard de l'histoire, est-elle fausse, quand cessera-t-elle de l'être, et s'il y a lieu de la combattre, une fois encore, répétition ad nauseam, on la combat par l'idée, pas par la censure, pas par l'interdit. Alors justement, on va parler de sujets qui sont peut-être plus tabous, dont on ne peut plus parler, et ça, c'est l'identité. C'est une question que vous avez déjà posée, encore une fois, sur Infrarouge, et c'était une situation en 2015 où il y avait justement la crise syrienne et où l'Allemagne avait accepté d'accueillir plusieurs millions de migrants. Et peut-être qu'on pourrait faire une comparaison avec justement la situation actuelle, avec la situation en Afghanistan, où possiblement l'Europe va accueillir plusieurs centaines de milliers d'Afghans. Alors, vous disiez, comme le disait monsieur le rédacteur en chef d'un journal de gauche, est assez juste. L'Allemagne a un intérêt, croit-elle, à accueillir des migrants. Ce n'est pas simplement de la générosité, de la compassion. Elle a un problème de démographie manifeste. Elle a donc le besoin à d'autres. Ce à quoi elle ne veille pas, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est le repeuplement, comme disait Renaud Camus, de l'Allemagne et le repeuplement de nos pays. Alors on peut le considérer comme un apport fécondant. Ici, sans aucun doute, certains considèrent que l'immigration est un apport séminal. D'autres considèrent que c'est une souillure. La question qui ne sera pas posée dans votre émission, parce que plus personne n'ose la poser, c'est la question de l'identité. Est-ce que nous avons une identité? Est-ce que celle-ci est menacée ou compromise? Et à supposer que nous ayons une identité et qu'elle soit menacée, est-ce qu'il faut s'en réjouir parce que nos temps sont révolus, ou est-ce qu'il faut le regretter parce que l'Occident a encore un mot à dire? Et moi je vous pose la question, Maître Bonan, est-ce que nous avons une identité? Laquelle? Et comment est-ce que vous la définiriez? Alors je pense que nous, ensuite, il faudrait savoir ce que recouvre ce nous. Mais l'Occident a une identité. Elle est judéo-chrétienne et avant cela, elle est non-romaine. Alors, c'est une identité qui oblige, comme l'honneur oblige. Et je pense qu'il ne faudrait pas que nous oublions d'où nous venons, et ce qui nous a constitués, ce qui nous a fait, ce qui a fait notre mode de pensée et notre représentation du monde. Or aujourd'hui, la tendance est de considérer que nous n'avons pas d'identité. Ou il y avait un philosophe français, dont le nom me reviendra, et qui a été jusqu'à dire que le propre de l'identité française, c'est d'accueillir l'identité de l'autre. Au fond, l'effacement de mon identité, parce que c'est pas je est un autre, rimbaldien, mais l'autre est je. C'est quelque chose qui me stupéfie, parce que je n'y vois qu'un renoncement triste, et j'évoquais la souillure. Nous avons un or natif,
Et je trouve que l'accueil des identités de l'autre, qui passe par le reniement ou la mise en perspective de notre propre identité, ou son oubli, qui est une forme de négation, est tout à fait tragique. Bon, mais vous connaissez le mot de Valérie, nous autres civilisations, nous savons désormais que nous sommes mortels. Ça, c'est un propos qu'il a tenu dans la crise de l'esprit en 1919. Mais comme en tant de choses, Valérie, vous voyez si loin et si justement, les civilisations sont mortelles. Alors est-ce qu'il faut s'en réjouir? Peut-être leur intensité, leur grandeur tient au fait qu'elles ont une fin. Comme nos vies, elles n'auraient pas leur intensité si nous étions immortels. Songez un instant ce vers quoi tend l'espérance de quelques-uns, que l'homme aille au-delà des 120 ans de Moïse, mais qu'il devienne éternel, tout simplement parce que des algorithmes assureront sa relève, parce que la pensée artificielle tiendra lieu des artifices de notre pensée. Admettons cela. Moi, alors, l'immortalité me lasse. Autant je vous disais tout à l'heure que l'idée de mourir ne m'enchante pas. Mais contre ça, ou bien on prend du Prozac, ou on lit Sénèque. Mais il ne m'enchante pas pour les raisons que je vous ai dites, qui sont intimes et donc impudiques. Mais l'idée que l'homme devienne éternel et se veuille éternel me paraît une chose très étonnante. Alors, revenons à l'identité. Nous avons une identité. Alors est-ce que nous devons la laisser mourir au nom de l'autre hypostasié, l'autre qui devient l'essentiel de moi-même? Moi, je suis d'avis que non. Et alors, qu'est-ce que l'on fait pratiquement, sans beaucoup de chance dans l'avenir? Mais d'abord, il faut revendiquer son identité. C'est-à-dire, je suis, je vous disais tout à l'heure, judéo-chrétien, helléno-romain, je suis cela. Parce que mes pères étaient cela, parce que mes aïeuls étaient cela, parce que ma culture est ça, parce que ma verticalité tient à cela. Et donc, il faut préférer cette verticalité-là à l'horizontalité de l'autre et de l'indifférenciation. Ensuite, est-ce que nous sommes encore entendus? Probablement pas. Est-ce que notre propos est déplaisant parce qu'il heurte cette sensibilité aujourd'hui majoritaire, mais qu'il la heurte? Et cela m'indiffère. Maintenant, sur l'émigration, nous avons en Europe, bien sûr, un immense problème démographique. Ça a été 1000 fois identifié. Nous mourrons par la démographie qui n'est plus la nôtre, mais qui nous vient d'ailleurs. Nous faisons venir ou nous accueillons des étrangers, je dis étrangers sans mépris, ils sont étrangers à notre culture, ils sont étrangers à ce que nous sommes, mais nous les accueillons tout simplement parce que nous ne faisons plus autant de bébés que nous en faisions. Et donc au fond, la vitalité de l'autre est ce par quoi nous pensons numériquement de survivre. Mais nous ne survivons pas numériquement, parce que nous survivons altérés dans notre essence. Alors sur l'identité, elle est certaine, elle doit être revendiquée, on doit même avoir l'orgueil conçu comme une exigence de son identité, et peut-être combattre tout ce qui est de nature à l'altérer, et notamment ce qui est de nature à l'altérer, c'est les flux migratoires. Promenez-vous dans la rue, même à Genève, ils sont très rares à ne pas être d'une manière ou d'une autre métissés. Alors on peut dire que le métissage est une richesse. On peut aussi dire que le métissage est une corruption. Alors, il y a plein de choses sur lesquelles j'aimerais rebondir. Première chose, concernant l'immigré, on ne peut pas le considérer comme un tout et homogène, il y a quand même des différences à ça. Vous disiez notamment qu'ils viennent de Bamako ou de Tunisie ou d'Italie, ce n'est pas le même sujet, notamment au sujet de l'intégration et de l'assimilation. Et j'aimerais vous citer Arnold Toynbee, qui dit que les civilisations ne meurent pas, elles se suicident. Oui. Et alors on peut dire qu'elles se suicident parce qu'elles accueillent l'ennemi, et parfois aussi parce qu'elles meurent de leur propre vertu. C'est une chose qui me frappe beaucoup pour notre civilisation chrétienne. Nous avons inventé des concepts.
notamment la tolérance, les droits de l'homme. Tout ça mérite bien sûr d'être célébré. Mais si nous mourons non pas de nos vices et de leurs infortunes, nous mourrons de nos vertus. L'accueil de l'autre, l'amour de l'autre, cette sorte d'évangélisme sans la foi qui fait que l'autre, nous l'évoquions tout à l'heure, nous est essentiel et que l'idée qu'il se substitue à nous, nous ne le vivons pas comme une substitution ni comme un grand remplacement, mais nous le vivons comme un prolongement heureux. Mais ça, mon ami, quand je dis que nous mourrons de nos vertus, et alors c'était pour prolonger votre réflexion, et la réflexion de Toynbee, les civilisations ne meurent pas, elles se suicident. Oui, elles se suicident parce qu'elles accueillent l'idée de la mort, et elles accueillent l'idée de leur mort en raison principalement de leur vertu. Concernant aussi l'immigration et puis notre déclin démographique, Renaud Camus, lui, il dit que justement c'est une forme de sagesse et qu'il y a un peu une obsession en Europe de la croissance perpétuelle au final et la perte un peu de la mesure au final. Car pourquoi est-ce que ce sera un problème que nous décroissions si nous restons homogènes? Oui, mais simplement dans le rapport de force économique, politique et guerrier avec le reste du monde, de ne plus avoir le nombre, c'est s'assurer de sa défaite. Oui, mais on est... Ensuite, mais pourquoi ne pas se dire, notre civilisation a quelques millénaires, le propos de Valérie, nous sommes mortels, et peut-être réjouissons-nous d'être mortels, parce que d'autres relèves existent, d'autres mondes seront créés, et d'autres manières de penser organiseront le monde. Peut-être il faut s'en réjouir. Alors ce serait une sorte de privation heureuse. Je ne suis plus, mais parce que je ne suis plus, autre chose naît. Et donc ma mort est une renaissance. Ma mort de nous, Occident, à vrai dire, elle est la condition de la naissance d'autres mondes. C'est comme la fin de la passion, elle n'est pas une mort, elle est le début de l'amour. Donc imaginons qu'il en va ainsi aussi des civilisations et de la conscience aiguë que nous avons de notre unicité. Alors si nous mourons, postulons-la, quelle serait pour vous alors la suite? Une civilisation transhumaniste? Non, je pense que l'islam est certainement la civilisation de demain. Le choc entre l'islam et la chrétienté, vous aviez raison de dire que la chrétienté, elle aussi, s'est beaucoup vidée de son contenu, parce que, comme suite des Lumières, nous avons considéré que le scepticisme, l'interrogation sur la réalité de Dieu, est-ce que Dieu est une hypothèse heureuse, est-ce qu'il faut retenir que Dieu existe en fonction de ce qu'il fait des hommes, est-ce qu'il les exauce? Bon, alors, nous n'opposons pas à la foi des autres une foi. Nous opposons la raison à la foi. Et nous opposons la parole de l'homme, les droits de l'homme, à la parole de Dieu. Comment voulez-vous que ce combat soit gagné? Et comme l'islam est prosélyte, triomphant, conquérant, je pense que nous serons demain, où tous des musulmans, ou tout simplement réduits à rien, à la marge du monde. N'est-ce pas un peu fataliste de penser ainsi? Mais ou c'est réaliste? Non, mais si le fatalisme, c'est de savoir que l'histoire est tragique, et qu'au fond, l'optimisme de la volonté ne peut rien contre la lucidité du désespoir, alors je suis fataliste. Les choses seront ainsi. Alors, peut-être pas ma génération, moi je serai déjà
à la droite de Dieu, mais... J'aimerais encore vous citer. Vous répondiez justement sur l'immigration. Et puis j'aimerais faire une transition justement sur la religion. Quant à moi, je dirais ceci. J'ai 3 héros dans l'histoire. Et ce sera ma réponse. J'aime Léonidas au défilé des Thermopyles, qui tentait d'arrêter l'arrivée des Perses. J'aime Charles Martel, qui a arrêté les Arabes au Poitiers. Et j'aime infiniment Don Juan, qui a chassé les Turcs à la bataille de Lépante. Oui, je ne suis pas convaincu que ce propos ait beaucoup plu, mais il est dans la cohérence de ce que je dis. Et si vous considérez qu'il y a un affrontement, non pas des cultures, mais selon le mot de Huntington, un affrontement des civilisations, et que l'islam est une civilisation, ce n'est pas simplement une religion, c'est une civilisation, et assurément pas méprisable, elle est une autre représentation du monde. Alors, si nous disons, nous sommes dans un affrontement des civilisations, qui de nous va mourir? Et si on veut bien considérer que nous voulons vivre un peu encore, alors il faut combattre l'islam. Il faut combattre l'islam, il faut combattre les musulmans. Et quand je disais Léonidas, Charles Martel et Don Juan à la bataille de Lépante, c'est l'idée que l'on combat pour la sauvegarde d'une identité contre l'identité, non pas méprisable de l'autre, mais tellement autre qu'elle est incompatible avec la nôtre. Et donc, bien j'admets d'être corrompu, ou bien je n'admets pas cette corruption. Mais une fois encore, nous le disions tout à l'heure, la corruption peut être une richesse, admettons-le. Moi, je ne le pense pas, mais je comprends qu'on le pense. Et donc, je pense qu'il faut combattre l'islam, combattre les musulmans, il faut bouter les musulmans hors de France, et ne pas, au titre humanitaire, les accueillir parce qu'ils vont subvertir nos institutions. Ils sont par nature inassimilables, peut-être même non intégrables, parce qu'ils ne le souhaitent pas non plus. Quand les musulmans viennent dans nos contrées, ils ne viennent pas, contrairement aux immigrations latines, les catholiques, les espagnols, les français, qui sont les émigrés les plus importants à Genève. Mais quand les immigrations latines venaient sur notre territoire, c'était pour devenir suisses, pour véritablement être assimilés, et pour renoncer pour partie à leurs valeurs, mais qui est au fond assez similaires aux nôtres, pour adopter, intérioriser ce qui faisait le substrat suisse. Les musulmans, pas du tout. Ils ne viennent pas pour être suisses. Ils viennent, alors, et certains en quête d'une vie meilleure, pour des raisons purement économiques, ce qui n'est pas méprisable. Je comprends bien que l'on veuille aller là où l'herbe est plus verte. Mais ils ne viennent pas avec l'idée de dire « je veux être suisse, je veux être français, je veux être musulman en France ». Et donc, exporter ou importer ma représentation du monde et mon Dieu. Et quand j'évoquais tout à l'heure l'affrontement entre les droits de l'homme et la parole de Dieu, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, moi j'adorerais, mais cela ne s'est jamais présenté, qu'un musulman terroriste me demande de le défendre. Et faire un merveilleux procès de rupture, d'abord en mettant en cause la légitimité des juges. Qui êtes-vous? Vous, catholique, chrétien, agnostique, athée. Quoi? Athée. Athée. Et qui êtes-vous pour me juger? Moi, je suis le créateur d'un Dieu, d'un seul Dieu, pas le vôtre. Vous êtes des infidèles. Comment pouvez-vous? J'ai même le droit d'être jugé par mes pairs. Je ne veux avoir ici devant moi comme juge que des musulmans intégristes. Premier combat. Et puis le deuxième, se dire, mais vous voulez m'appliquer la loi des hommes? Elle est tellement dérisoire par rapport à la loi de Dieu. Ma seule fidélité, c'est à la charia.
Et donc je revendique d'être un terroriste. J'obéis à Dieu. Alors voulez-vous que l'obéissance soit un crime? Non, ça serait très, très amusant à plaider, très amusant. Ne pensez-vous pas qu'il y a peut-être un choc, un affrontement encore plus fort, puisque nous sommes décadents? Peut-être que comme l'islam est plutôt vertical, et nous sommes de moins en moins vertical. Nous sommes malheureusement attaqués de toutes parts avec l'égalitarisme, avec l'idéologie LGBT et d'autres. Donc peut-être qu'un musulman, lorsqu'il arrive en Europe, il se sent encore moins peut-être bien accueilli, justement à cause de ce contraste qui est quand même assez de plus en plus choquant. Vous avez raison, mais il y a deux choses d'apparence contradictoire. Et sur notre aptitude à l'accueillir, ou plutôt la sensation qu'a le musulman, l'étranger, d'être accueilli en Europe. C'est vrai qu'il y a chez nous implicitement des réticences. Mais dans le discours, il n'y a que de l'acceptation. Et ce qui joue aussi un rôle, mais tellement fort aujourd'hui, c'est cette fameuse woke ou cancel culture, et qui fait que l'on voudrait que nous fussions dans la repentance, que nous soyons les héritiers des bourreaux, des esclavagistes, des colonisateurs, et que notre seul droit, c'est de vivre la honte et de donner acte aux autres qu'ils ont été nos victimes. Et au fond, d'entrer dans la sarabande de la repentance. Et cela commence à jouer un immense rôle. Mais on le disait des peuples, mais aussi de l'orientation sexuelle, puisque vous évoquiez les mouvements LGBT et autres étrangetés féministes. Et cette idée que, au fond, nous avons été, l'homme blanc est un mâle dominant qui a construit de toutes pièces le patriarcat comme seule manière de régir le monde, et que le temps de la revanche des vaincus est venu, et que les vaincus doivent être vainqueurs, parce qu'il n'y a pas de vengeance des vaincus si on n'est pas les vainqueurs. Alors, vae victis à l'homme blanc, et puis à l'hétérosexuel, qui est désormais une bizarrerie. Moi, je me reproche chaque jour de ne pas avoir eu la fantaisie d'être pédéraste, parce que je me sens tellement seul dans mon goût prononcé des femmes. D'ailleurs, pédéraste ne se dit plus. Oui, Gide disait pédéraste, mais aujourd'hui, on doit dire gay, je crois. C'est bien juste. Mais Proust parlait de sodomite. Avant que nous passions justement sur la femme, Michel Onfray, qui est athée aussi, mais pas de droite, oppose les civilisations et les démocraties. Il dit que les démocraties se font par la majorité et que les civilisations se font par la minorité. Et là, nous vivons, ou nous sommes en plein au cœur d'une tyrannie des minorités. Oui, ça me paraît très juste. Onfray est une intelligence très remarquable, mais très remarquable. Et pardonnez-moi une parenthèse parmi mille, je disais tout à l'heure, qu'est devenue l'éducation? Une des choses merveilleuses qu'Onfray a faites, c'est de dire à des gens que la chance n'avait pas servi, qu'ils n'avaient pas fait d'études, je vous fais des universitaires d'été, du soir, je ne sais où, à Caen ou ailleurs, et c'était absolument fantastique. Et des gens s'émerveillaient de découvrir l'importance des mots, de savoir ce qu'est un passé, de savoir ce qu'on peut faire avec le langage, sortir des jeux du jeu pour les jeux du langage, au fond grandir. Alors, fin de la parenthèse sur Michel Onfray, et si son propos est de dire la démocratie est la victoire du nombre, oui, mais ce qui fait la civilisation, ce sont les minorités, je serais assez d'accord sur ça. Et si vous considérez que la minorité, c'est l'élite, avec la définition de ce qu'est l'élite, les esprits supérieurs, les cultures supérieures, les énergies supérieures, les caractères supérieurs, bien sûr que la civilisation a été faite par les meilleurs d'entre nous, et n'a pas été faite par le nombre. Et donc le temps est venu de la tyrannie des minorités, mais pas des minorités en tant qu'elles seraient une élite. C'est les minorités victimes d'hier qui se veulent les vainqueurs d'aujourd'hui, et qui au fond
Au fond, l'histoire, on le disait tout à l'heure, est tragique. Et si l'histoire n'était que l'histoire de la vengeance? Des luttes, hier la lutte des classes, aujourd'hui le ressentiment qui tient lieu de moteur pour la plupart, mais qui est aussi une des conséquences néfastes du principe d'égalité. Vous dites aux hommes, vous êtes égaux. Ils ouvrent les yeux, même sans les écarquiller, ils constatent que nous ne le sommes pas. Et donc ils considèrent du même coup que l'inégalité est une injustice. Et ils sont désormais victimes. Et ils partent dans la revendication. Justement, sur le christianisme, vous avez dit justement, hélas, athée, je suis infiniment respectueux de vos foi. Pas parce que je tiens que l'hypothèse de Dieu serait juste, mais parce que la représentation que les hommes s'en font, souvent, les hisse et les exauce. Et si l'hypothèse de Dieu a permis et Mozart et Giotto, et les croisades, alors vive l'épisode de Dieu. Et moi je vous pose la question, n'a-t-il pas permis aussi Marc Bonan? Et n'est-ce pas un de vos plus grands paradoxes? Car votre amour de la littérature, de l'art, de la musique... Je veux vous dire, et je ne crois pas du tout que Dieu se soit mêlé de ma naissance. Et il y avait ce propos de Protagoras, qui est un des présocratiques, un des sophistes, qui disait « Je ne sais pas si Dieu existe, mais s'il existe, je sais qu'il ne s'occupe pas des hommes. » Mais si je vais un instant retenir l'hypothèse de Dieu, à part ce que je disais, il a fait que les hommes grandissent, qu'ils ne sont pas désespérés de vivre, qu'ils se consolent de leur finitude. Mais je pense qu'il ne s'est pas beaucoup occupé de nous. Peut-être n'est-il pas très content de sa création, peut-être fait-il autre chose, il est peut-être beaucoup requis dans d'autres univers. Mais effectivement, parmi les 1000 démonstrations que l'on peut tenter de faire de Dieu, c'est de dire l'art existe. Nous savons que l'art est né de l'idée de Dieu. Alors je disais Mozart ou Giotto, mais tant de choses, tant d'êtres admirables qui ont tant conçu, tant imaginé. Alors on se dit, mais à l'origine de ça, il y a un créateur qui a fait des créateurs, et non pas des créatures. Et puis parmi les 1000 démonstrations de l'existence de Dieu, c'est ce que soutenait Chateaubriand dans le génie du christianisme, le fait que tout le monde ait besoin de Dieu. Est-ce que c'est pas la démonstration qu'il existe? Comment avoir le besoin de ce qui n'est pas? Parce que pour savoir que cela n'est pas, pour que le désir soit un manque, encore faut-il savoir ce qui a été. Donc au fond, ce besoin que nous avons tous de Dieu est la démonstration que nécessairement il existe. Cela étant, je ne suis pas encore frappé par la grâce. Il y a pas mal de personnes relèvent, notamment la fracture qu'il peut y avoir entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Et ils ne sont pas du tout touchés par les mêmes métastases que nous, si on regarde. Et mais parce qu'elle est encore chrétienne. C'était justement ma prochaine question. Bien sûr. Mais alors, que faudrait-il faire pour que nous... redevenions chrétiens? Est-ce que ce serait justement une de vos possibilités? Non, à titre personnel, non, c'est trop tard. Je vais traverser le Styx avec bien sûr mes 2 oboles pour Charon, et sans conviction religieuse et sans espérance particulière. Mais vous savez, le christianisme n'est plus prosélyte. Oui, il l'est en Afrique. Il l'est en Afrique encore. Mais en Europe, il ne l'est plus. On semble considérer que la signature d'un esprit bien fait, c'est celui qui doute. En oubliant qu'au bout du doute, ou que l'on considère que le doute est même l'armature de la foi, et que le doute que l'on dit cartésien est aussi un instrument de la foi. Et beaucoup ont soutenu que l'on est un croyant véritable que si on doute, que c'est ça qui en fait l'intensité, la perspicacité. Et je ne pense pas que l'Europe redeviendra chrétienne. Je vous disais tout à l'heure, dans une vision désespérée du monde, que nos enfants prieront la Mecque. Et voilà. Patrick Buisson
dit que son grand remplacement à lui, c'est justement pas un remplacement plutôt démographique, comme le soutiendrait Renaud Camus, mais plutôt la substitution de la croissance, de la croyance, pardon, à la croissance, justement, à une vision toute économique du monde. Et que peut-être, si on mettait l'économie en second, peut-être pourrions-nous nous rechristianiser. Oui, c'est la mise en cause du libéralisme, la mise en cause des échanges économiques, en disant qu'au fond ils sont un obstacle, parce que tout ça est de l'ordre du matériel, il serait un obstacle à ce qui serait de l'ordre du spirituel. Au fond, cesser de commercer et recommencer à croire. Je ne crois pas que les deux soient incompatibles. Songez au siècle qui nous précède, l'on commerçait et l'on était croyant. Je ne crois pas qu'il y a une incompatibilité, sauf naturellement si le commerce, parce qu'il suppose le profit, devient banni par les dieux. Ça, c'est la thèse de saint Augustin, par exemple, au fond, que l'argent est impur parce que ce qu'on en fait est distrait de la parole de Dieu et de l'engagement purement spirituel de l'homme. À quoi les protestants ont opposé que l'argent est heureux par la liberté qu'il donne, mais aussi par la redistribution qu'il permet. C'est Max Weber et les protestants. Non, je ne crois pas du tout que nous redeviendrons chrétiens. Lorsque vous parlez de la femme, le champ lexical est souvent autour de la religion et de Dieu. Et justement, je vous cite, « Je préfère les femmes dans les alcôves que dans la rue. Je suis très réticent à l'égard du mouvement féministe. Je pense qu'une féministe, c'est une femme suicidaire. Il fut un temps où, je vous parle d'un temps révolu, où nous placions les femmes au plus haut, où elles étaient dans notre imaginaire, mais nous les voyons au ciel. C'était la figure de la mère, c'était la figure de la prêtresse. Parfois nous la placions aux enfers, la figure de la sorcière et de la catin. Mais tout d'un coup, elles ont voulu venir sur Terre. Et depuis qu'elles sont venues sur Terre, elles sont, je parle des féministes uniquement, elles sont dans l'imitation dérisoire du masculin. Et elles se sont donc appauvries. Leur palette était tellement plus vaste que nous. Une femme est plus complexe, plus riche que nous. Elle est infiniment plus élaborée. Dieu s'y est pris à 2 fois. Il a fait l'homme, puis très mécontent de sa création, il se dit « je peux peut-être faire mieux », il a fait la femme. Depuis, il ne fait plus rien, comme tout créateur comblé, il pleure. La femme était une telle merveille dans notre imaginaire, et tout d'un coup, elle a voulu s'incarner. Alors une parenthèse dans la parenthèse, vous m'avez dit d'être concis, ce qui n'est pas dans mon art naturel. Mais je pense aux femmes explicites, qui disent ce qu'elles sont. Bon Dieu. Il fut un temps où on les abordait dans la stupeur et le tremblement, comme des rives lointaines. Vous savez, les rives, c'est ce sur quoi on aborde, mais aussi ce sur quoi on échoue. Et puis tout d'un coup, elles se sont mises à dire, voilà ce que je suis, je veux être clair, je veux être explicite, je veux être authentique, véridique. Mon Dieu, que l'on y nous gâte. Alors, évidemment, quand je vous ai écouté, et puis là je vous cite, c'est un éloge de la femme qui est juste sublime. Et tout d'abord, je m'étonne toujours des rapprochements que vous faites avec justement Dieu, alors que vous vous revendiquez athée. Et ma deuxième question, c'est comment expliquez-vous justement cet élan féministe? Et puis, où encore qu'on ose vous accuser de misogyne ou que sais-je comme autre propos? Oui, parce que dans les propos que je peux tenir sur la femme, on ne voit pas ce qu'il y a de substantiel et de profond, c'est l'amour. Et quand je disais là, ou que je peux dire dans d'autres circonstances, que je considère que la femme est une créature infinie, paradoxalement plus achevée que nous et donc infinie, je le pense véritablement. Mon univers a été très féminin, et j'ai été de surprise, d'enthousiasme, donc avoir le Dieu en soi, en étonnement. Ce que peut la femme, même dans les vertus que l'on dit viriles, le courage, c'est pas le courage de Priam sous les murs de Troie, mais c'est le courage de la vie. Les choses tiennent par la femme, les choses, bien sûr elle donne la vie, mais elle la donne, elle la prolonge,
elle l'a fait fleurir. Tout tient par la femme. Mais vous dites que le courage est typiquement féminin, justement. Et oui, je ne suis pas loin de penser, alors pas le courage de la guerre, bien que il y a eu des guerrières exceptionnelles, des Amazones aux Valkyries, mais même dans la vie, et des résistantes uniques. Non, donc je dis, je pense, je ressens que la femme est un enchantement. Et ce que je dis, et que je ne rétracterai pas, c'est qu'en voulant nous ressembler, en voulant devenir un homme comme les autres, pour occuper des fonctions, pour avoir des ambitions, et de divine vouloir être terrestre, je le considère comme un grand dommage. Comme un grand dommage. Mais peut-être, là aussi, il y a des flux et des reflux, et la marée qui se retire ne nous laissera pas comme des coquillages sans chair. Vous dites aussi que, justement, vous placez la femme au plus haut, mais vous dites aussi que la femme est, selon la Genèse, la servante de l'homme. Et aussi que l'homme n'a plus sa place, car il ne va plus à la guerre, justement. Donc là, le féminisme, c'est aussi l'idéologie de l'indifférenciation, qui est une peut-être des sous-catégories ou sous-structures de l'égalitarisme. Oui, mais la femme est la servante de l'homme. Mais d'ailleurs, il y a eu plusieurs traductions, et selon moi, plusieurs formulations. Et de servante, elle est devenue compagne. Mais vous savez, servir, c'est pas être domestique. Et servir, on sert un culte, on sert un Dieu. Servir, c'est le dévouement et la dévotion. Et donc, je ne trouvais pas, ensuite, bien sûr, les textes révélés ne sont jamais que des textes de l'homme. Il faut comprendre dans quel milieu, à quelle période tout ça a été formulé, pourquoi est-ce qu'on recourait aux images, parce que notamment les langues hébraïques ou sémitiques n'ont pas un très vaste vocabulaire, et notamment ne connaissent pas le superlatif, donc c'est le roi des rois, pas le plus grand des rois. Et alors, la servante de l'homme, moi je le ressentais comme la femme qui rend un culte. Mais c'est pas le culte de l'admiration, c'est pas de chose. C'est le culte de la vie. Et dans ce sens-là, je trouvais que c'est très beau de dire je suis la servante de l'homme, ce qu'on disait tout à l'heure, je permets la vie, je la donne, et je fais qu'elle se prolonge. Je suis la figure du lien. Et une chose que j'ai souvent citée, et c'est Flaubert qui disait que ce qu'il y a d'important dans le collier, ce n'est pas les perles, c'est le fil. Et je soutiendrai sans peine que la femme est le fil du collier. Mais elle est aussi les perles. Elle est aussi les perles. Mais si les choses tiennent, si la vie est en gerbe, c'est parce qu'elle la tient, parce qu'elle l'encercle. C'est merveilleux, la femme, vraiment. Et pourquoi suicidaire? Pourquoi les femmes, les féministes suicidaires? Suicidaire, parce que je crois que ce que je disais là, c'est qu'elle tue la part sublime en elle. C'est-à-dire qu'au fond, elle tue la femme en elle pour être, ce que nous disions tout à l'heure, un homme comme les autres, être dans le psittacisme du masculin. La négation même du féminin. Donc je me disais, mais quel dommage! Que ne voit-elle pas que les hauteurs sur lesquelles nous les placions étaient des hauteurs justes? Ce n'est pas simplement notre imaginaire ou nos désirs qui les plaçaient au plus haut. Elles y étaient. Et leur règne, c'est l'altitude, c'est les cimes. Alors cette volonté d'être dans les plaines et méandrer en plaine alors que l'on est fait pour les cimes, je trouve que c'est ce par quoi on s'abîme. On s'abîme, on se dégrade. Et si je dis que la féministe est une femme suicidaire, la féministe est une femme qui se dégrade. Mais quel dommage. Quel dommage. Je vais, si vous permettez, je vais maintenant passer plutôt à l'égalitarisme, donc plutôt l'idéologie de l'indifférenciation, où tout se vaut,
où il n'y a aucune différence entre les hommes, entre les femmes, entre un allogène, un indigène. Et là, plutôt sur la culture. Ceux qui prétendent combiner culture et égalité, éducation et égalité, et introduire l'égalité ou seulement de l'égalité dans la culture ou l'éducation, s'abusent eux-mêmes ou abusent les autres, ou les deux, car il y a une incompatibilité radicale, fondamentale, insurmontable entre ces domaines, ces champs ou ces valeurs. L'égalité est aussi absente de la culture que l'est la nature. Les plus belles proclamations ne peuvent que reconnaître ou imposer, ou prétendre imposer, une égalité en droit ou une égalité de droit. Et c'est un héroïque, un magnifique défi à tous ceux qui s'observent dans la nature et entre les hommes. L'égalité n'est pas naturelle, et ce n'est certes pas lui adresser un reproche, bien au contraire que de le rappeler. L'innocence, la paix civile, le règne du droit ne le sont pas non plus. L'égalité est une contrainte que s'imposent à grand mal certaines civilisations, en général contre leurs plus anciennes traditions et contre leurs instincts. Elle n'est pas non plus culturelle, sauf dans l'un des sens modernes de cet adjectif, selon lequel elle serait désormais inscrite par l'effet d'une longue pratique et par conformité globale avec les tempéraments, en de certaines cultures, et cela plus qu'en d'autres. On dira par exemple, éventuellement, et quitte à être aussitôt contredit, que la culture américaine est profondément égalitaire. Mais la culture, elle, ou la culture, au sens du ministère de la culture, ne connaît pas plus l'égalité que le connaît la nature, c'est-à-dire uniquement par accident, coïncidence ou approximation, de temps en temps. La loi peut imposer, et sans doute le doit-elle, mais comme un idéal impossible à jamais atteindre tout à fait. La possibilité d'un égal accès à la culture, c'est un égal accès à l'inégalité. Renaud Camus, Le Petit Remplacement. Écoutez, si j'avais du génie ou du talent, et j'aurais adoré avoir écrit cela. Tout me paraît tellement juste. Mais tout me paraît tellement juste. Justement, j'aimerais vous citer encore, peut-être pour compléter, et vous faire réagir là-dessus. La politique égalitaire est aussi un des facteurs de la mort des langues. Pourquoi? Parce que la langue est élitaire. Elle est totalement hiérarchisée. Elle dit totalement l'homme. Je vous assure qu'avec 50 ans d'expérience, quand quelqu'un me dit bonjour, je sais à sa manière de me dire bonjour combien de livres il a lu et combien il en a colorié. Oui, ça m'a beaucoup fait rire aussi. Comment expliquez-vous justement cette obsession égalitaire? Bon, elle nous vient principalement de la Révolution et de l'abolition des privilèges, et qui est, je crois, la nuit du 4 août, qui est une nuit sans fin, c'est une nuit sans aurore. Et peut-être de dire aux hommes qu'ils sont égaux, il les rassure, mais ne les rend pas égaux pour autant. Et ce que nous évoquions tout à l'heure, l'égalité est une violence faite à toutes les supériorités, elle est une violence faite à la nature. Et donc, au fond, l'égalité n'est pas un principe de paix, mais un principe de violence. Et elle ne laisse, selon moi, que des champs de pensées alignés, donc elle ne laisse que des morts. Donc l'égalitarisme, qui rejoint, je trouve, dans ce cas la censure, chose que nous avons abordée tout au début de l'entretien, frappe aussi et peut-être surtout l'école. Éric Zemmour a dit le week-end passé que le français était la langue de la conversation. Et pourtant, puisque presque plus personne ne se parle, ne débat ou encore échange de nos jours, la discussion est totalement presque interdite. Et est-ce que nous parlons encore français? Et oui, nous le parlons encore, mais c'est un français très amoindri. Notre viatique langagier est d'une grande pauvreté. Naturellement, les nouvelles technologies y concourent. Quand vous pensez qu'un président des États-Unis dirigeait la plus grande nation du monde en faisant des tweets ou des SMS. Je ne sais pas combien de signes fait un SMS, mais ça me paraît un peu difficile que le nombre de signes que permet un SMS puisse restituer la nuance infinie de la pensée qui s'interroge. Donc je pense que notre langue s'est beaucoup appauvrie. Aussi l'accueil, mais ça c'est inévitable. Il fut d'un temps où le français était la langue de l'univers, c'était la langue de la pensée. Et le XVIIe, le XVIIIe,
pour partie du 19e. Et puis ce qui a dominé, ce n'était plus la langue de la pensée, mais la langue des techniques. Et c'est ainsi que nous sommes tous mis à parler franglais d'une manière ou d'une autre. Parce que la domination aujourd'hui n'est pas celle de la pensée, mais des techniques. Lesquelles techniques sont aussi pensées, et dans ce sens qu'on les pense, mais qu'elles se substituent parfois à la pensée de l'homme. Donc je pense qu'il y a un immense appauvrissement de la langue, et comme la langue n'est pas simplement ce par quoi l'on dit, mais c'est aussi ce par quoi on fait naître, et puis la langue est aussi ce par quoi l'idée devient claire. L'idée devient claire lorsqu'elle trouve les mots, ce que j'aime à dire et à répéter. Et donc l'appauvrissement de la langue est un appauvrissement de la pensée. Renaud Camus, justement, je pense que ça va exactement rejoindre ce que vous dites, dit qu'au final, les yeux sont assez bêtes. Et puis que c'est la bouche, au final, qui arrive à décrire le réel, qui arrive à décrire les choses. Car on peut les voir, mais si on n'arrive pas à les décrire, il est impossible de penser. C'est le récit qui fait la réalité. La réalité n'est jamais qu'une histoire que l'on raconte. Alors, ensuite, avec la conviction que l'on est sincère en la racontant. Mais je pense que, je crois réellement que la réalité naît de son commentaire et de son énoncé. Comme l'histoire aussi. Elle n'est jamais que le fait des historiens. Elle n'est, bon, quelques mémoires vives retiennent un certain temps le réel, mais le réel devient le réel commenté, le réel dit. Et là aussi, si on assiste à cet appauvrissement de l'aptitude à dire, cela entraîne l'appauvrissement du goût de dire. Et au fond, à force de ne pas dire, on cesse de penser. Et non, le déclin, là, me semble tout à fait manifeste. Là, nous sommes, là comme ailleurs, en train de mourir de notre vivant. J'aimerais encore, si vous le voulez bien, qu'on parle des prochaines votations du 26 septembre. Donc, nous avons deux sujets. Le premier, c'est 99%. Donc, je vais citer les personnes justement du sujet. Pardon. L'initiative de 90% exige que les revenus du capital, intérêts, dividendes, etc., soient imposés 1,5 fois plus que ceux du travail. Une exonération à cet impôt à hauteur de, par exemple, 100 000 francs par année est prévue. Les recettes fiscales supplémentaires que générera l'initiative seront utilisées pour réduire l'imposition des faibles et moyens revenus ou pour financer des prestations sociales telles que des crèches, des subsides ou l'assurance maladie ou la formation. Alors, de mémoire, il me semble que vous êtes contre l'impôt car vous considérez que c'est justement un frein justement à l'excellence. C'est une entrave à l'excellence. Donc, oui. L'impôt est quelque chose de punitif. Ensuite, il y a un degré de tolérance et d'adhésion. Je comprends bien la nécessité de bâtir des routes, des hôpitaux et la nécessité des services publics. Mais je ne serais pas loin de soutenir que l'impôt, c'est le vol. Ce n'est pas la propriété qui est le vol, mais c'est l'impôt qui est le vol. J'en vois la nécessité, mais je ne voudrais certainement pas qu'on la croisse. Et puis vous savez, c'est très la philosophie de Robin des Bois. Voler les plus riches pour faire plaisir aux pauvres. Parfait. C'est instantané. Mais quand il n'y a plus de riches, qu'allez-vous voler? Autre initiative, le mariage pour tous. Et là, je pense que ça rejoint justement le sujet de l'égalitarisme avec l'indifférenciation. Et je cite aussi, l'homosexualité et la bisexualité sont largement acceptées en Suisse. Cependant, les personnes homosexuelles et bisexuelles ne sont pas égales en droit, car elles ne peuvent pas se marier. Un droit important leur est ainsi refusé. Les couples de même sexe et leurs enfants sont bien moins protégés par la loi, bien que la Constitution fédérale garantisse le droit au mariage et à la famille et interdise les discriminations sur la base des modes de vie. Le mariage civil, pour toutes et tous, permet d'éliminer enfin ces discriminations fondamentales et de mettre sur un pied d'égalité tous les couples. Donc là, quand on lit ça, on voit vraiment tout le champ lexical classique de discrimination, qui est un crime absolu, et notamment l'égalité qui doit être parfaite,
Sinon, c'est aussi un crime. Quel regard vous avez là-dessus? Alors d'abord, moi j'aime le mot discrimination et j'aime la discrimination. Parce que discriminer, c'est choisir. C'est donc hiérarchiser. C'est dire ce qui importe et ce qui importe moins. Toutes les opérations du cœur sont discriminatoires. Vous aimez celle-là, vous aimez celui-ci, vous n'aimez pas les autres. Ne pas aimer, ce n'est pas rejeter. Mais discriminer, c'est élire. Donc le mot discrimination, moi, me va tout à fait. Maintenant, sur le mariage pour tous, je suis totalement opposé. D'abord, je suis opposé au mot. Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme pour créer une famille. C'était comme ça dans le dictionnaire jusqu'il y a 50 ans. Maintenant, d'étendre le mot à d'autres types d'unions ne me paraît pas la formule juste. Que d'autres types d'unions existent, mais il faut trouver un autre mot. Il ne faut pas parodier. Et le mariage pour tous ne doit pas être une parodie du mariage hétérosexuel fondateur d'une famille. Et puis la deuxième chose qui mérite beaucoup, enfin qui mérite un peu, c'est qu'on fasse de sa sexualité un sujet public. Et que l'on soit homosexuel, est-ce qu'on l'est par choix, est-ce qu'on l'est par damnation de la nature ou par élection de la nature? Parfait, on est homosexuel. Mais pourquoi vouloir affirmer cette identité, l'imposer aux autres, implicitement dire que c'est une dignité supérieure au titre de l'indifférenciation? Parce que ça, c'est un des grands paradoxes. C'est que l'indifférenciation n'est jamais qu'une profession de supériorité des indifférenciés. Tout ça, donc je voterai non, mais 1000 fois non. Mais une fois encore, j'adore les homosexuels. Il y en a de profonds, généreux, artistiques, féconds. C'est comme l'antisémite qui dit j'ai les juifs dans mes amis. L'homophobe que je suis vous dirait mais j'ai de vrais amis, des relations profondes et belles avec des homosexuels. Simplement, leur homosexualité n'est pas un sujet de conversation. Mais c'est bien le problème des arguments justement des gens qui sont pour cette initiative. C'est que toute critique tourne à l'homophobie. Donc il est en fait impossible de contourner cette insulte. Oui, ben alors retenez que je suis homophobe, comme tout à l'heure vous aurez retenu que je suis islamophobe, mais tout de même avec un mot sur un commentaire sur le mot phobie. Aujourd'hui, on considère que la phobie est une haine. La phobie est une peur. Et pour qui a un peu fréquenté les Grecs, et notamment Homère, Phobos était la déesse de la peur. Et elle accompagnait toujours le combattant. C'est-à-dire, elle est la compagne du courage. Et cette idée merveilleuse qu'avaient les Grecs est de l'harmonie des contraires, et non pas de l'opposition des contraires. Et cette idée que la vertu, disons, l'arrêtait, est accompagnée par Phobos. C'est peut-être Phobos, c'est la représentation de l'esclave qui court aux côtés du char romain en disant à l'empereur, je te rappelle que tu n'es qu'un homme. Phobos, c'est celle qui dit au héros, tu es un héros, mais un héros a ses fragilités, et un héros n'a qu'un temps. Alors après cette longue digression sur le mot phobie, enfin sur le mot phobie, je pense qu'il est légitime d'avoir peur, que la peur est une condition même du courage, et que, pour en revenir maintenant à toutes les phobies qu'on me prêterait, je les revendique comme étant légitimes, et je n'entends pas les dissiper. Avant que nous terminions cet entretien, j'aimerais quand même vous demander vos lectures et vos influences. Qu'est-ce que vous conseillerez comme lecture pour justement résister ou survivre à cette décadence qui nous entoure? Donc vous citiez au début De Maistre, peut-être Abel Bonnard. Oui, mais ça, les lectures, bon, mais il y en a tant. Idéalement, on devrait consacrer sa vie à la lecture. Parce que lire, c'est avoir une double vie. C'est être dans la familiarité du génie des autres. Et parfois, un peu de mimétisme fait que
cela vous féconde. Lire, lire, lire. Je m'étais une fois interrogé pour savoir combien de livres ont lu les grands hommes. Et j'ai demandé à mon ami Slatkin, qui est un libraire merveilleux ici à Genève, de m'aider à faire des recherches. On avait choisi le XVIe siècle. Et alors le XVIe siècle, il me dit, Marcille Ficin avait lu 15 000 livres. Pic de la Mirandole en avait lu 10 000. Et puis, très vite, on s'est aperçu que Shakespeare n'avait pas de bibliothèque. On s'est dit, mais comment Shakespeare peut avoir écrit l'œuvre qu'il a écrite sans bibliothèque? Alors, il y avait peut-être des bibliothèques itinérantes. D'où l'hypothèse que l'on a souvent formulée que Shakespeare n'était pas l'auteur de ses livres, mais qu'il n'en était que le comédien et le serviteur. Et puis Montaigne avait une bibliothèque de 1000 livres. Montaigne qui est le savoir universel. Alors nous étions intrigués d'abord par combien de livres lit-on dans une vie, et comment peut-on lire des livres si on n'a pas de bibliothèque, et au fond, et qu'est-ce qui reste de nos lectures, quels sont les sédiments, les strates qui font les êtres un peu cultivés que nous sommes parfois. Alors si je devais dire quel livre lire, ben écoutez, je regarderai de droit devant moi l'encyclopédie d'Alembert et Diderot. Et tout de suite en dessous, il y a l'œuvre complète dans l'édition Kehl de Voltaire. Et puis derrière moi, il y a Saint-Augustin. Alors si vous ne savez pas que faire ce week-end, d'Alembert, Diderot, Voltaire et Saint-Augustin. Très bien. Merci beaucoup, Maître Bolland, pour cette contribution. C'était vraiment un honneur. Merci beaucoup.